Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Léa, bonsoir. Fatima Taba, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. À la une de l'actualité de ce soir, affaire Bassirou Faye Tombong Wali libéré. Le policier est sorti de la prison du Cap Manuel cet après-midi. En exclusivité, les premiers mots de Tombong Wali après son long séjour carcéral, des propos empreints de spiritualité. Le jeune policier et sa famille disent rendre grâce à Dieu après cette dure épreuve. Vous les entendrez dans cette édition. Youssou N'Dour, invité d'honneur de l'université d'été initiée par le MEDEF, Mouvement des entreprises de France. Le ministre conseiller du président Macky Sall intervenu au cours d'une plénière exceptionnelle. Afrobasket 2015, les Lions confirment leur statut de favori dans cette compétition. Les protégés de Chersar ont battu l'Ouganda en huitième de finale, 79 à 48, soit 31 points d'écart. Et puis en fin d'édition, le dossier politique de ce mercredi qui s'intéresse au rapport entre maire et administré. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Le policier Tombong Wali est libre. Il est sorti de la prison du Cap Manuel où il était incarcéré. Après 11 mois passés derrière les barreaux, il rejoint sa famille en ligne. Son avocat, Maître Bamba Cissé. Maître, bonsoir. Maître Bamba Cissé, bonsoir. Bonsoir. Alors, Maître, pouvez-vous revenir sur cette libération de votre client Tombong Wali? Oui, il vient d'être libéré à la faveur de l'ordonnance, comme vous l'avez dit, qui a été rendue par le magistrat instructeur, dans lequel le doyen des juges qui a abattu, comme je l'ai dit, un excellent travail dans cette affaire. Il a eu quand même un non-lieu il y a, je peux dire, une semaine. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi la libération a pris du temps? Ça, c'était pour des raisons purement administratives et nous avons dénoncé le fait que toutes les minutes passées par Tombong Wali dans ce cadre étaient des minutes de détention arbitraire. Heureusement qu'entre-temps, le tir a été rectifié et le doyen des juges lui-même s'est investi pour faire libérer ce jeune homme à la faveur de l'ordonnance de Mélodie qui a été signifiée au régisseur de la maison d'arrêt. Alors, Maître, est-ce qu'il ne craint pas l'appel interjeté par les avocats de Sidi Mohamed Bougaleb? Les avocats de Sidi Mohamed Bougaleb sont dans leur posture normale. Ce sont des gens que je respecte pour leurs compétences. Mais je pense que par pure déontologie, je ne peux pas me prononcer sur leur système de défense. Maître Bamba Cissé, une dernière question. Est-ce que vous envisagez sa réintégration dans son corps d'origine? C'est tout à fait naturel qu'il soit réintégré. Maintenant, ce qu'on pourrait dire, c'est poser le principe même d'une indemnisation en rapport avec la loi organique sur la Cour suprême. Mais à l'heure du bilan, on avisera. Maître Bamba Cissé, merci beaucoup. C'est l'avocat de Tombong Wali. Léa, on poursuit avec cette actualité. Tombong Wali qui est libre, les sentiments de la famille. Exactement. Vous l'avez dit, Fatima, au domicile familial, l'ambiance est des meilleures. Et des meilleures. Après une grande sérénité, Tombong Wali parle de destin pour arborer son long séjour carcéral. Une longue détention qui lui a permis, dit-il, d'être plus fort en termes de spiritualité. Ibrahim Khan et à la caméra Younous Diatta. Après presque un an de détention, Tombong Wali retrouve enfin les siens. À son domicile familial, Sisa Koloban, le salon ne désemplit pas pour ses premières heures de retrouvailles. Le visage serein, Tombong Wali évoque la volonté divine et dit rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour m'avoir mis à l'épreuve de la foi et puis pour m'avoir rendu justice. Et je remercie toute ma famille, proche comme lointaine, tous les sympathisants, les camarades, frères d'armes qui m'ont soutenu durant tout ce séjour. Je m'en suis remis à Dieu et puis voilà. J'ai toujours prié pour ma famille pour que Dieu la préserve. C'était tout. Hein. Et puis je vois que Dieu a entendu mes prières et je lui rends grâce pour cela. Satisfaction, soulagement, des sentiments partagés par toute une famille après le retour du jeune policier. Nous remercions vraiment le Tout-Puissant
pour encore une fois assister aujourd'hui à la libération de notre enfant Tombong Wali, qui après presque une année de détention nous revient sain et sauf. Donc nous remercions le Tout-Puissant, nous remercions également tous les parents qui de près et de loin nous ont soutenus, tous les étudiants, tous ces camarades d'armes qui jusque-là l'ont soutenu fortement. Donc nous remercions tout le monde et souhaitons encore pour ce cher pays que pareille situation n'arrive plus jamais. Après 11 longs mois entre les liens de la détention, l'homme dit apprendre beaucoup de cette dure épreuve en termes de spiritualité. La foi inébranlable au Tout-Puissant, et puis l'optimisme, et puis beaucoup de sagesse. J'ai gagné en sagesse et en maturité surtout. Parce que 11 mois en détention, bon, la prison c'est un peu la société en miniature. Donc on retrouve là-bas des gens issus d'horizons divers, de statuts divers, de couches sociales diverses. Donc c'est un lieu de partage et de communion et chacun voilà, y gagne. Tombong Wali, libéré après avoir bénéficié d'un non-lieu dans l'affaire du meurtre de l'étudiant Bassirou Faye, il n'est toutefois pas mis définitivement hors de cause. Le parquet de Dakar a interjeté appel de la décision du doyen des juges. Ibrahima Kane, merci. Hissène Habré qui éconduit les 3 avocats commis d'office par les chambres africaines extraordinaires. Son attitude ne surprend pas un de ses avocats, Maître Ibrahima Diawara. Selon lui, Hissène Habré ne comparaîtra pas devant les avocats commis d'office, une situation qui risque de chambouler le calendrier des chambres africaines extraordinaires. Pour rappel, après seulement 2 jours de procès, l'audience a été reportée au 7 septembre prochain. Aminata Mbaresso et Moudou Diop. Hissène Habré refuse de rencontrer les 3 avocats commis d'office par les chambres africaines extraordinaires. Maître Ibrahima Diawara n'est pas surpris. Il est vrai que les avocats qui ont été commis d'office se sont présentés hier à 18h pour rencontrer le président Hissène Habré. Et je pense que le président Hissène Habré les a notifiés qu'il ne pouvait pas les recevoir parce qu'il ne les connaissait pas et qu'il ne les avait pas constitués pour le défendre. Donc il a refusé de les recevoir. Si le président reste dans son mutisme, la suite du procès ne sera-t-elle pas hypothéquée? C'est ceux qui veulent nous juger, non pas en respectant nos droits, mais en violant les droits qui nous ont reconnus. C'est à eux qu'on doit demander qu'est-ce qu'ils doivent faire pour la suite. Il n'appartient pas à un juge de venir s'immiscer dans la défense de l'accusé, en disant que vous avez décidé de ne pas parler, vous avez décidé de ne pas participer, mais moi qui dois vous juger, je vais vous contraindre à participer, quitte à prendre des avocats que je vais désigner moi-même pour vous représenter contre votre volonté. Des questionnements encore sans réponse, mais Maître Diawara reste convaincu que son client n'assistera jamais à une audience où des avocats commis d'office voudront plaider pour lui. Il nous appartient. Et il appartient à notre client, le président Hissène Habré, en tant qu'accusé, d'user des droits qui lui sont reconnus par la procédure pénale. C'est le droit de se défendre. Mais la procédure pénale n'a pas dit comment l'accusé doit se défendre. Il a la liberté absolue de se défendre comme il l'entend. Et nous estimons que présentement, la meilleure manière de défendre les intérêts de notre client, c'est l'attitude qu'il a décidé de ne pas reconnaître la légalité et la légitimité des chambres africaines extraordinaires. Pour rappel, 2 jours après l'ouverture officielle du procès de Hissène Habré, l'ancien président tchadien est resté moulé dans son turban. Aucune réponse aux différentes questions de la Cour. Un fait qui avait poussé le juge des chambres africaines extraordinaires Gerbaou Gustave Kam à ajourner le procès jusqu'à la date du 7 septembre pour permettre aux 3 avocats commis d'entrer en possession du dossier. Une collaboration qui tarde toujours. Et puis, hors de Dakar, détournement d'engrais dans le département de Toubatoul, un chef de village et 4 personnes arrêtées. Les détails avec nos correspondants, cher Anta Diop et Saïla Tir. Toubatoul est secoué par une supposée affaire de détournement d'engrais. 95 sacs ont été retrouvés chez un commerçant. 5 personnes arrêtées par les éléments de la gendarmerie de Khombol et déférées au parquet. Parmi lesquels, le chef de village de Toubatoul. Par ailleurs, président de la commission de distribution. Cet habitant de Toubatoul témoigne. Ils ont été tous interpellés au niveau de la brigade et conduits au tribunal soit de Thiès. Et ces derniers ont pu déposer
une caution de 875 000 francs pour avoir une liberté provisoire. À l'heure où je vous parle, ils sont actuellement au tribunal de Thiès pour poursuivre les enquêtes. En tout cas, c'est tout ce que nous savons. Effectivement, c'est eux qui ont vendu l'engrais. Mais aussi, l'acheteur, il accepte. C'était 95 sacs. Alors, 95 sacs, ça fait l'ordre d'une tonne moins 150 kilos. Mais le sac était vendu à 6100. C'est l'engrais 6-20-10 destiné à l'arachide. Alors, pour ce qui est de l'engrais 2000, c'est le 15-10-10. C'est estimé à 7300 francs le sac. Inculpés et présentés devant le procureur, les mis en cause ont dû déposer une caution pour sortir libres du bureau du juge. En attendant, l'affaire suit son cours. Et puis vous l'annonciez en titre, Fatima Youssou N'Dour est l'invité d'honneur du MEDEF, le mouvement des entreprises de France. Le ministre conseiller du président de la République participe à l'université d'été du MEDEF qui se tient à HEC Paris. Il est intervenu au cours d'une plénière et a axé son discours sur les relations Europe-Afrique. Selon lui, ces rapports doivent être guidés par le respect mutuel de l'identité. Il appelle l'Occident à considérer l'Afrique comme un partenaire et non pas lui imposer une vision partielle et personnelle. Le ministre conseiller de préciser que l'Afrique est inévitablement l'avenir. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le syndicat unitaire des travailleurs de la santé et de l'action sociale s'apprête à déposer un nouveau préavis de grève de 6 mois, une décision qui fait suite à l'inefficacité, Fatima, des 4 plans d'action déjà déroulés. Absolument, Léa. La rétention de l'information sanitaire parmi les stratégies de lutte, Mbalodia Thiam et compagnie dénoncent également les manquements notés dans la couverture maladie universelle. Fatou Kinedem Mohamed. Le gouvernement du Sénégal en vacances, les doléances du syndicat unitaire des travailleurs de la santé et de l'action sociale dans les tiroirs. Mbalodia Thiam et ses camarades comptent déterrer la hache de guerre. Un préavis de grève va être déposé le 25 septembre parce que le précédent expire le 24 septembre. Cela nous couvrira pour 6 mois encore, de septembre 2015 à mars 2016. Nous aurons aussi des coudées franches parce que nous serons légalement couverts. Maintenant, entre, disons, ces 2 périodes, les assemblées générales vont se faire. La rétention de l'information sanitaire, une des formes de lutte. Nous préférons nous attaquer aux données sanitaires qui constituent, disons, une lutte en tout cas moins difficile pour les malades. D'autant plus que de l'autre part, c'est comme si l'État ne sentait pas sa responsabilité. Or, quand on est en grève, c'est l'État qui est responsable parce que c'est l'État qui doit faire en sorte que le service fonctionne. La couverture maladie universelle s'invite au débat. Beaucoup de dysfonctionnements notés. Vous prenez les enfants de 0 à 5 ans. S'il y a des ruptures de médicaments dans la structure, quand vous prescrivez une molécule qui devait coûter à l'État 400 francs dans la structure, la famille va l'acheter dans le privé au double. Donc d'une manière indirecte, on est en train d'enrichir le privé et d'appauvrir l'État. L'État est à la recherche des moyens pour financer la CMU. D'après les premières évaluations, il faut 90 milliards. Mais en voulant faire de l'équité, on est en train de faire de l'inéquité parce qu'on paye pour les riches à la place des pauvres. Retard de salaire des contractuels du ministère de la Santé, paiement des arriérés des agents des collectivités locales, le SUTSAS est formel. Bonne nouvelle pour les 15 familles qui occupaient l'immeuble en état de délabrement à la Médina. Le promoteur compte rembourser les cautions, Léa. Un remboursement qui, selon la municipalité de la Médina, va permettre aux familles de se reloger. Plus de précisions avec Al-Hassan Ba et Modou Diop. La situation semble avancer pour les 15 familles délogées à l'immeuble situé à la rue 28, angle 31 de la Médina. L'agence immobilière s'est engagée à leur rembourser devant le commissaire leur caution pour leur permettre d'aller trouver ailleurs. Donc, dans les plus brefs délais, on a demandé aux bailleurs de les rembourser leur argent pour qu'ils puissent aller trouver ailleurs. Donc c'était une solution provisoire que le maire a décidé une aide que le maire a décidé de leur octroyer. Et je crois que cette aide-là était la bienvenue. Vous ne pouvez pas les laisser dormir à la belle étoile. On espère recevoir nos cautions parce que le commissaire nous appuie. On ne doit rien au promoteur. Un petit ouf de soulagement pour les ex-occupants de ce bâtiment. Ils menacent de s'écrouler et selon cet homme, le promoteur doit le démolir.
On doit démolir ce bâtiment. Dieu merci, les familles ont été évacuées saines et sauves. Mais le danger est toujours là avec les enfants qui jouent aux alentours. On n'a jamais reçu de sommation. Et si on dit que depuis 3 ans, on nous a sommé de quitter les lieux, ce n'est pas juste. La municipalité de la Médina a à cet effet initié une opération de recensement des vieux bâtiments. Des sommations sont en cours. Au-delà de cette opération-là, nous sommes en train de recenser tous les bâtiments qui menacent ruine. Nous allons poursuivre cette opération-là vers les autres bâtiments qui menacent ruine. Parce qu'avec le préfet, l'autre jour, avec le préfet, on a recensé quelques maisons. Nous avons donné des sommations. Aujourd'hui, nous avons donné des sommations, nous avons donné une délai d'1 semaine. Les familles occupent jusqu'à présent les salles de classe de l'école Médine, souhaitant quitter tout de même les lieux le plus tôt possible. Parlons agriculture à présent avec la reprise de l'importation d'oignons prévue pour le 4 septembre prochain. C'est ce qu'a décidé l'Agence de régulation des marchés. Une décision, Léa, bien accueillie par les commerçants du marché Castor. Selon eux, la qualité de l'oignon local laisse à désirer. Reportage Aïssatou Païfal Mohamed Jan. Bientôt, le dégel de l'importation des oignons. Au marché Castor, les commerçants se réjouissent d'une telle initiative. La vente de l'oignon local leur cause beaucoup de désagréments. Nous sommes contents de l'arrivée des oignons importés. Ce que l'on cultive chez nous pourrit très vite et c'est très cher. Le kilo nous revient à 390 francs. Vivement donc l'arrivée des oignons importés. La qualité est meilleure, nous pouvons les conserver beaucoup plus longtemps. Alors que les oignons locaux, j'ai dû en jeter plus de la moitié. J'ai eu beaucoup de pertes parce qu'ils pourrissent très vite. Cette commerçante trouve le prix du kilo trop cher à son goût. Même les clients rechignent à l'achat de l'oignon local. Les oignons importés, nous n'attendons que cela. Je n'y gagne absolument rien. Je les achète à 400 francs pour les revendre à 400 francs le kilogramme. Qu'est-ce que j'y gagne? Personne ne peut l'acheter. J'ai dû diminuer le prix. Je les vends maintenant à 300 francs le kilogramme. Je suis vraiment impatiente. Ce monsieur, lui, préfère de loin les produits locaux à ceux importés. Les oignons cultivés chez nous ont plus de goût et c'est très digeste. Les oignons importés n'ont pas de saveur. Les produits locaux contiennent des vitamines qui sont bénéfiques pour notre santé. Et je digère vite quand je les consomme. L'Agence de régulation des marchés lève le gel des importations le 4 septembre prochain, tout en espérant des produits de qualité à bon prix pour que les Sénégalais puissent préparer la fête de l'Aïd el-Kébir. Direction le campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La fermeture du campus n'arrange nullement les commerçants qui y sont basés. Les étudiants étant moins nombreux, le chiffre d'affaires de ces commerçants a fortement baissé. Des commerçants qui, selon Koden Ndiaye et Younous Diatta, désirent toutefois continuer à exercer sur le campus universitaire. Reportage. Initialement prévu le 15 août dernier, le campus universitaire ferme ses portes le 31 août prochain. Les commerçants qui s'y activent constatent une baisse considérable de leur chiffre d'affaires. Depuis le 15, on commence à mettre sur nous. Ça commence vraiment à être difficile pour nous. À l'annonce de la fermeture le 15 août passé, certains étudiants étaient déjà rentrés chez eux. Mais on n'y peut rien. Actuellement, on sait que le campus va fermer le 31. Mais les étudiants, c'était nos principaux clients. Actuellement, comme vous le voyez, ça ne marche même pas. Leurs voisins embauchent la même trompette. Sans les étudiants, notre activité est au ralenti. La preuve, vous m'avez trouvé assis. Nous gagnons moins maintenant car certains étudiants commencent à quitter le campus. Ces commerçants doivent quitter le campus en même temps que les étudiants. Tout de même, ils souhaitent rester au campus pour pouvoir exercer leur activité convenablement. Nous, notre souhait, c'est de laisser les cantines fonctionner. Même si les enfants ne sont pas là aussi, même si les étudiants ne sont pas là, nous, on pouvait ouvrir et puis attendre les clients qui vont venir de l'extérieur.
Si cela ne dépendait que de nous, on aurait préféré rester ici encore car on a une clientèle qui vient de l'extérieur du campus. Déjà, les commerçants notent une baisse de leur activité du fait de l'annonce de la fermeture du campus le 31 août. Leur chiffre d'affaires en a pris un sacré coup. À Ziguinchor, l'inscription des nouveaux bacheliers sur le site campus.sn se poursuit, mais non sans difficulté, Fatima. Et oui, Léa, la connexion Internet y est pour beaucoup, mais aussi l'ignorance totale pour certains de l'outil informatique. C'est une correspondance signée Boubacar Diassi. L'accès sur le site campus.sn, un véritable casse-tête pour les nouveaux bacheliers, car la connexion Internet n'est pas toujours au rendez-vous à Ziguinchor. C'est par exemple le cas ici, au lycée El Hadj Omar Lamine Badji. Ce problème-là, c'est depuis toujours quoi. Parce que jusqu'à présent, là, on a acheté du crédit, on a acheté des modems. La connexion est trop lente. Là, si l'État peut faire quelque chose pour nous. Ce matin même, on avait eu du mal à se connecter à Internet parce que c'est le réseau qui posait défaut. S'y ajoute cette autre difficulté. La majeure partie des nouveaux bacheliers ne maîtrisent pas les TIC. Ils ne savent même pas manier l'ordinateur. Il y a des étudiants, il y a des nouveaux bacheliers qui n'ont même pas touché une fois l'ordinateur. Ils ne savent même pas allumer un ordinateur. C'est pour résoudre ces équations que les étudiants en master génie logiciel de l'université Assane Seck de Ziguinchor et leurs homologues de plusieurs autres filières ont organisé une caravane. Résultat, en 72 heures, ils ont réussi à coacher des dizaines de nouveaux bacheliers avec le soutien de l'administration de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ces bacheliers qui ont pu remplir leurs formalités avec succès. Et puis cette précision de maître Khassimou Touré, l'avocat de Saliou Ndao, co-inculpé de Tombong Wali dans l'affaire Bassirou Faye. Le conseil de Saliou Ndao affirme que son client a été aussi libéré ce jour, mais il a la particularité de n'avoir été chargé ni par le procureur ni par le doyen des juges. Il bénéficie donc d'un non-lieu à tous les niveaux. Une information que maître Khassimou Touré nous a donnée par téléphone. Ce 26 août, le Sénégal se souvient des porteurs de pancartes, une date qui doit être enseignée à l'école de la vie de maître Mbaye Jacques Diop. Oui, exactement. Mbaye Jacques Diop qui a présidé ce mercredi la cérémonie d'hommage et de remise de diplôme aux compagnons de porteurs de pancartes. Il s'est confié au micro de Maïmouna Ndiaye. Je vous propose de l'écouter. Nous disons que le 26 août est la seule date pendant la colonisation qui a été une date de refus, d'émancipation, une date où l'on disait Diot Seréou. Une telle date ne doit pas être méconnue par la jeunesse, ne doit pas être méconnue par toutes les générations d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi nous disons que le 26 août 58 doit être davantage enseigné dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, à l'université. Pourquoi pas des thèses d'histoire sur cette date? Pourquoi pas demain et après-demain un projet de loi faisant du 26 août 58 une date de commémoration, mais en même temps une date fêtée par le peuple sénégalais. L'actualité hors de chez nous mène aux États-Unis où 2 journalistes américains ont été tués par balle lors d'un direct en France avec cette fusillade dans un camp de gens du voyage qui a coûté la mort à 4 personnes. Et puis en Guinée avec le retour raté de Moussa Dadi Camara à Conakry. L'actualité internationale nous est racontée par Pape Faraning. Un journaliste de 24 ans et un caméraman de 27 ans de la chaîne locale WDBJ7 ont été tués par balle ce mercredi en Virginie, à l'est des États-Unis. Le tireur qui a filmé la scène macabre a tenté de se donner la mort peu de temps après son acte, alors qu'il était poursuivi par la police. Filmé par le caméraman avant d'être tué, montre les jambes du tireur qui abat hors champ la journaliste dont on entend seulement les cris. En France, une fusillade est survenue hier dans un camp de gens du voyage à Rouen, tuant 4 personnes, dont un bébé de 6 mois et un gendarme. 3 blessés graves sont également à déplorer. Un homme est rentré dans le campement et a tué froidement le bébé, une femme et un homme, a précisé le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Le tireur a été blessé lors de l'intervention des forces de l'ordre et a été hospitalisé.
Un enfant de 3 ans figure au nombre des blessés, a précisé le ministre. Pour finir en Guinée, Moussa Dadis Camara, l'ancien chef de la junte militaire guinéenne, a tenté hier après-midi de rentrer à Conakry. Il vit en exil au Burkina Faso depuis 5 ans et a embarqué à bord d'un avion Air Burkina à Ouagadougou. Pour rentrer, il a tenté de passer par Abidjan, mais son opération de transit par la Côte d'Ivoire n'a pas fonctionné. Afrobasket 2015, les Lions qualifiés pour les quarts de finale. Les protégés de Chersar ont battu l'Ouganda 79 à 48, soit 31 points d'écart. En ligne, notre envoyé spécial, Cher Tidiane Diao. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir Fatima Ba. Cher Tidiane, pouvez-vous revenir sur cette victoire des Lions du Sénégal? Oui, Fatima, une victoire sans trop de soucis pour l'équipe nationale du Sénégal face à une vaillante équipe ougandaise qui s'est bien battue, mais les forces n'étaient pas égales aujourd'hui. Une équipe qui a fait illusion pendant 5 minutes seulement. Le Sénégal qui n'était pas bien entré dans ce match, il faut le dire. Ce que Chersar a expliqué par la nervosité qui a gagné ces jours et un peu de relâchement avec le statut de super favori. Le Sénégal qui finit premier, l'Ouganda dernier de son groupe. Et cela a un peu quand même joué sur la tête des joueurs, mais le coach a pu demander en temps mort et rectifier les choses et tout s'est mis sur les rails. Le Sénégal a déroulé, a facilement remporté son match donc face à l'Ouganda. Donc aujourd'hui, ce qui reste à faire maintenant, c'est d'attendre l'adversaire du Sénégal pour les quarts de finale. Et on le saura dans moins d'1 heure, puisque en ce moment même, ici, l'Algérie est en train d'affronter le Cameroun. Et le vainqueur de ce match-là va retrouver demain le Sénégal à 18h30 pour le quart de finale des Lions. Et pour le moment, ce sont les Camerounais qui mènent de 4 points d'écart après 6 minutes 23 de jouer dans le deuxième quart-temps. Alors, Chadidiane, vous l'avez dit, le Sénégal aura en quart de finale le vainqueur du match Algérie-Cameroun. Qui, des deux équipes, par exemple, ferait l'affaire pour le Sénégal? Une équipe qui ferait l'affaire, je pense que quand même, c'est difficile de se prononcer sur cela, puisque quand même, cet Afrobasket nous réserve de grosses surprises. Qui aurait parié une victoire du Gabon sur le Cap-Vert aujourd'hui? Le Gabon qui a fini lanterne rouge dans sa poule et qui bat le Cap-Vert qui a fini première de sa poule. Et là, on a vu hier l'équipe qui a failli, la Tunisie qui a failli se faire sortir par le Maroc qui a fini dernier également dans le groupe du Sénégal. L'Angola a failli se faire sortir également par la Centrafrique. Et je pense que là, ce sont des matchs extrêmement serrés et que chaque match a sa réalité. Bon, quand même, le Cameroun, c'est une grosse équipe, une équipe comme le Sénégal qui a un très bon jeu intérieur. L'Algérie, c'est le jeu maghrébin, avec des joueurs très adroits sur les tirs à 3 points. Bon, je pense que comme l'a dit l'entraîneur Chersar, il faut attendre et affronter l'équipe qui va se qualifier. Certainement, ce sera la meilleure équipe qui va se qualifier. Et puis les Lions qui ont pour ambition de remporter le trophée, je pense qu'ils n'ont pas de calcul à faire. Pour gagner ce tournoi, il faut battre les meilleures équipes. Cher Tidiane Diao, merci beaucoup. Nous restons sur cette victoire du Sénégal face à l'Ouganda. L'entraîneur Chersar est revenu sur les prestations d'Antoine Mendy et de Gorgui Sy Dian. Je vous propose de l'écouter. C'est un leader. Antoine, c'est un leader, quoi. Je pense que Antoine, Gorgui, Khan, Malay, tout ça, c'est des leaders, quoi. C'est des gens qui portent l'équipe pour le moment. Et c'est à eux de faire le travail. Je pense qu'il avait envie de montrer qu'en tant qu'arrière, il peut aider le meneur, quoi. C'est ce qu'il a fait. Il a fait son travail, quoi. Bon, mais je ne demande pas d'en faire autant, quoi. Je demande juste d'être efficace, un minimum d'efforts et un maximum d'efficacité, si c'est possible, quoi. Mais sinon, ça ne sert à rien de faire beaucoup d'efforts et puis ça sert à... c'est pas concret, quoi. Voilà, c'est ça que je dis. Mais je pense qu'aujourd'hui, il s'est exprimé comme il se doit. C'est son statut qui est comme ça.
Le dossier du jour s'intéresse au rapport heurté qu'entretiennent certains maires avec leurs administrés. Des rapports, Léa, pas reluisants pour certains. Jean-Baptiste Diouf, maire de Grand Dakar, défend ses collègues qui, selon lui, agissent en conformité avec la loi, ce que refutent les commerçants. C'est le dossier du jour signé Codé Ndiaye, Younous Diatta. Une tension naît dans les opérations de désencombrement ou de gestion du personnel municipal. L'élite de Grand Dakar minimise et soutient que les maires agissent en toute légalité. C'est un problème de compréhension ou d'incompréhension entre ceux-là et les maires, parce que tout simplement, les maires ont des responsabilités qu'ils doivent assumer. Et ces responsabilités, ils les reçoivent de la loi. Certains commerçants pointent du doigt l'acte 3 de la décentralisation qui serait à leurs yeux la source de leurs problèmes. D'autres, par contre, voient en ces décisions une politisation. L'acte 3 a donné trop de compétences aux maires et que les maires n'ont pas les moyens pour véritablement résoudre leurs problèmes. Ils sont obligés de travailler en premier lieu sur les acteurs économiques. Et ensuite, c'est la population. Les maires nous font payer des taxes injustifiées. Et ces collecteurs sont de la clientèle politique. Le maire de Fann, Point E Amitié, met en avant la concertation avant la prise de toute décision. Nous avons au préalable prôné le dialogue. Nous avons discuté d'abord avec les commerçants. Nous les avons donné des sommations et ensuite, au-delà des sommations, nous avons eu à discuter pour qu'ils comprennent qu'ils ne pouvaient pas rester sur place. L'ambiguïté qui entoure le plan d'urbanisme de Dakar est aussi source de mésentente entre certains maires et les citoyens, selon ces spécialistes de la décentralisation. Quand on élit des maires, des conseillers, théoriquement, les relations auraient dû être fluides. Il y aurait dû y avoir des passerelles entre ces élus et ces citoyens pour la gestion locale. Mais malheureusement, au constat, il n'y a presque jamais de relation en dehors des temps forts des élections. Donc les élus ne reviennent voir les citoyens qu'au moment des élections pour négocier le suffrage. On ne peut pas faire une démarcation entre où est-ce qu'on doit circuler avec nos véhicules, où est-ce que les piétons doivent passer, où est-ce que le marché s'arrête. Il y a presque une imbrication difficile à expliquer entre ces trois entités-là. Cela peut être du fait aussi que les documents d'urbanisme n'ont pas suffisamment pris en compte ces réalités socio-culturelles, socio-économiques du commerce dans les villes et qui fait que ça conduit souvent à des heurts. Il ne se passe pas une semaine sans que l'on constate un différend entre maires et citoyens. La crise de la démocratie représentative et le flou qui entoure le plan d'urbanisme de Dakar en sont les principales raisons, selon les spécialistes de la décentralisation. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci Léa. Merci Fatima, c'était un plaisir de présenter avec toi. Merci à vous de nous avoir suivis.